Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément une vidéo dans laquelle ici je vais vous parler tout simplement du mouvement des plaques terrestres. Alors donc ici, je vais vous parler du mouvement des plaques terrestres, tout simplement dans le détail. On va essayer de bien comprendre l'affaire de ce mouvement des plaques terrestres. Alors là d'ailleurs, petite parenthèse aussi, désolé d'ailleurs pour ceux qui avaient vu la vidéo sur les plaques terrestres. Bah désolé pour ceux qui l'avaient vu parce que j'ai dû la supprimer parce qu'en fait je me suis aperçu que la vidéo était très mal faite. À un certain moment on voyait plus les schémas correctement, donc du coup là j'ai obligé de la refaire tranquillement. Ok, donc c'est pas grave, hein, je vais vous redire quasiment les mêmes choses, mais donc voilà, on va parler des plaques terrestres principalement ici. Alors donc les plaques terrestres, et ben justement qu'est-ce que c'est? Et ben on va déjà commencer par là, et avant même de se demander pourquoi des plaques terrestres bougent, il faut peut-être se demander déjà pourquoi et qu'est-ce que c'est qu'une plaque, tout simplement. Une plaque, c'est ça. C'est tout simplement une zone calme, mais qui est bordée par des zones actives, aussi bien pour les volcans que pour les séismes. Alors, sur Terre, on va compter principalement 12 plaques. Donc, les voici ici. Hein. Donc, vous avez la plaque eurasiatique, la plaque nord-américaine, la plaque des Caraïbes, la plaque Jean de Fuca, la plaque Pacifique, la plaque antarctique, la plaque africaine, arabique, indo-australienne, pacifique, puis après vous avez la plaque sud-américaine, et puis voilà, la plaque des cocos également. Ok, bon, voilà, ça c'est les principales plaques bien évidemment qu'il y a sur Terre. Donc c'est les 12 principales que normalement vous devez plus ou moins les savoir. Bon, bien évidemment, je vous rassure tout de suite, au brevet c'est rare qu'on demande de placer le nom des plaques sur une carte. Souvent, voilà, il y en a certaines comme les plaques nord-américaines, tout ça, hein, donc nord-américaine, sud-américaine, Caraïbes, africaine, nord-asiatique, c'est bien qu'on ait un petit peu, mais voilà, il y en a certaines, par exemple, Jean de Fuca, c'est rare qu'on vous demande de les connaître par cœur, ok? Voilà. Bon, ça c'est pour les plaques. Alors, les plaques, donc, vous en avez 12 comme ça sur Terre, et justement, vous avez peut-être pu constater que ces plaques, elles bougent, ok? Voilà. Et donc, pourquoi ces plaques elles bougent? Bon, on va y répondre très rapidement, mais simplement. En fait, les plaques elles bougent parce qu'il y a des choses qui se passent en dessous de nous. En dessous de nous, donc sous terre, en profondeur, il y a des mouvements de matière radioactive. Ok, ces matières radioactives, durant leur mouvement, vont libérer de l'énergie thermique ou bien de la chaleur. Et cette chaleur ou bien cette énergie thermique va tout simplement permettre le déplacement de ces plaques tectoniques, ok? Donc c'est pour cela qu'on appelle ce phénomène-là aussi la tectonique des plaques. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que par exemple vous entendez aussi le terme, le mouvement des plaques tectoniques, parce que c'est de la tectonique en fait, tout simplement. Et parce que ce phénomène, tout simplement, se nomme la tectonique des plaques. Voilà. Donc retenez bien que pour l'origine des mouvements des plaques terrestres, c'est dû à des mouvements de matière radioactive qui, durant leur déplacement, vont libérer de l'énergie thermique. Ok, voilà, donc il faut retenir principalement ces matières radioactives qui sont en profondeur, qui libèrent de l'énergie durant leur déplacement. Donc c'est pareil, hein, voilà. Et si vous voulez courir un petit peu en hiver, il faut que vous soyez chauffé, ok. Et même de manière générale, si vous voulez bien courir, il faut pas y aller en mode, voilà, comme ça. Si vous voulez taper un bon sprint, il faut d'abord que vos articulations, tout ça, soient bien chauffées, ok. Si vous voulez faire du hand, c'est pareil, il faut que vos articulations, surtout les poignets d'ailleurs, soient bien chauffées. Parce que sinon, après, vous vous déplacez pas, sinon vous faites mal, tout bêtement, ok. Donc là, c'est pareil pour les plaques. Les plaques, pour qu'elles puissent bouger, il faut que, pareil, il y ait de la chaleur, ok. Comme ça, elles pourront bouger tranquillement, ok. Alors, maintenant que nous avons vu donc ces plaques tectoniques, il y a plusieurs cas où ces plaques vont pouvoir bouger. Alors, il va y avoir des cas où les plaques vont bouger et donc elles vont tout simplement se croiser, ok. Et il y a des cas aussi, au contraire, les plaques vont s'éloigner. Alors, donc essayons de comprendre un petit peu tous ces phénomènes-là. Et après, du coup, vous pourrez comprendre par la suite pourquoi, par exemple, on dit que la France s'éloigne de l'Amérique, que l'on dit également que l'Afrique va se rapprocher de la France et tout plein de phénomènes comme ça. Vous pourrez comprendre donc. Alors, parlons donc dorsale océanique. Alors, premier cas, donc une dorsale océanique. Donc cette fois-ci, voici le schéma que j'ai bien mis correctement. Donc, une dorsale océanique, qu'est-ce que c'est? Par définition, une dorsale océanique, c'est tout simplement une zone dans laquelle vous avez
un alignement de tout plein de volcans sous-marins effusifs, et voilà, ok. Donc une dorsale océanique, par définition, c'est ça. C'est-à-dire c'est une zone dans laquelle vous avez des volcans sous-marins, mais qui sont donc effusifs. Et ces volcans, bien évidemment, sont actifs, ok. Voilà, voilà. Donc retenez, hein, dorsale océanique, c'est une zone dans laquelle vous avez des volcans effusifs qui sont donc sous la mer, donc sous-marins, et qui sont actifs, ok. Voilà, ça c'est une dorsale océanique. Au niveau donc du mouvement à partir de la dorsale océanique, hein, puisqu'une dorsale océanique c'est quand même une frontière entre deux plaques, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donc avoir deux lithosphères, tout simplement continentales, séparées par une lithosphère océanique. Ces deux lithosphères continentales, au niveau de la dorsale océanique, en fait vont s'éloigner, ok. Elles vont s'éloigner, et donc du coup, il va avoir un océan entre guillemets plus grand, ok. Et voilà, voilà. Donc ce qui va se passer au niveau de la dorsale océanique, c'est-à-dire vous allez avoir un éloignement des deux lithosphères continentales, ok. Et donc vous aurez également un agrandissement de la lithosphère océanique, ok. Donc il y aura tout simplement un océan beaucoup plus grand, ok. Ce genre de zone d'ailleurs, on va appeler ça des zones de divergence, parce que tout simplement, vous avez deux plaques qui comme ça ne vont plus se croiser et donc au contraire vont s'éloigner, ok. Voilà, voilà. Donc voilà tout ce que vous devez savoir pour les dorsales océaniques. Au niveau donc du mouvement au niveau des dorsales océaniques, vous devez savoir qu'il y a un agrandissement de deux plaques, c'est-à-dire donc que deux plaques en fait vont s'éloigner. Donc plus précisément, il s'agit de deux lithosphères continentales qui vont s'éloigner, et que dans cette zone-là, on a des volcans sous-marins qui sont actifs. Et ces volcans sous-marins sont des volcans effusifs. Voilà. Ça c'est tout donc pour les dorsales océaniques. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Il suffit juste de comprendre un petit peu, vous allez voir, c'est pas super difficile. Bon, nous allons donc étudier le second cas, donc qui est le cas des fosses océaniques. Donc une fosse océanique, comme son nom l'indique, c'est une fosse en fait sous la mer. Et donc justement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la fosse océanique? Au niveau de la fosse océanique, là, vous allez avoir tout simplement un phénomène ci-contre, c'est-à-dire vous allez avoir un plongement d'une plaque dans une autre. Alors, on peut le voir sur ce schéma ici, hein. Donc vous avez deux plaques, donc une lithosphère continentale à droite et la lithosphère océanique à gauche. Cette lithosphère océanique qui est à votre gauche va plonger comme ça dans la lithosphère continentale, ok. Et donc dans cette zone là, vous allez retrouver quand même de la lithosphère très profondément, ok. D'habitude, on sait que la lithosphère peut aller jusqu'à 150 km de profondeur, mais dans cette zone là, ce sera la seule zone où il y aura derrière exception comme ça, étant donné qu'il y a un plongement de la lithosphère continentale. Donc lithosphère continentale, comme son nom l'indique, c'est une lithosphère. Comme il y aura un plongement de cette lithosphère en profondeur, du coup, on va même pouvoir retrouver de la lithosphère beaucoup plus bas que 150 km. On va même retrouver de la lithosphère tout simplement océanique pour le coup, jusqu'à à peu près 500 mètres de profondeur, ok. Alors pourquoi? Parce que comme je vous dis, il y a un plongement de lithosphère océanique dans la lithosphère continentale, et donc cette lithosphère océanique pourra plonger très très bas, ok, en termes de distance. Alors du coup, ça va entraîner ici des cassages de roches, puisque l'on sait que au niveau des roches, les roches elles vont pouvoir se casser lorsqu'elles sont bien dures, parce qu'après la sténosphère, contrairement à la lithosphère, c'est tout mou, ok. Et donc les roches elles peuvent pas se casser. Pour que les roches se cassent, il faut que tout simplement elles soient dures en fin de compte, ok. Et donc il faut qu'elles soient rigides. Là, vu qu'il y a la lithosphère océanique, donc à plus de 500 km de profondeur, du coup, la roche qui est présente va pouvoir se casser puisqu'elle est rigide. Ces cassements de roches vont entraîner donc des séismes, hein, voilà. Et donc, du coup, non seulement ça va entraîner des séismes, mais ça entraîne également de la fusion du fait de la température qui est élevée. Cette fusion va entraîner des remontées de magma. Ces remontées de magma, du fait donc tout simplement des roches qui se sont cassées en profondeur et de la fusion, vont entraîner un volcanisme explosif, ok. Voilà. Donc du coup, ce genre de zone que vous avez ici, donc ici il s'agit d'une fosse océanique, c'est ce qu'on appelle une zone de convergence, c'est-à-dire une zone dans laquelle vous avez deux plaques qui tout simplement vont se croiser, ok. Alors, retenez bien, pour les fosses océaniques, donc si on va à l'essentiel, qu'il y a un plongement d'une plaque dans une autre. Que au niveau des volcans, vous avez des volcans explosifs ce coup-ci, ok. Du fait tout simplement
que vous avez de la lithosphère à plus de 500 km parfois de profondeur. Ok, voilà, voilà. Voilà, donc là, ça c'est tout pour les fosses océaniques. Maintenant, passons aux chaînes de montagne. Alors, les chaînes de montagne, donc là j'ai pris l'exemple de l'Himalaya, pardon. Et ces chaînes de montagne, ça peut être compliqué au niveau de la formation. Pour qu'il y ait une chaîne de montagne, il faut que déjà vous ayez deux lithosphères continentales. Ces deux lithosphères continentales, tout simplement, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tout simplement se croiser, ok? Donc elles vont se rencontrer, et à un moment, ça va former ce qu'on appelle une collision, ok? Cette collision entre ces deux lithosphères continentales, va amener à la formation de la montagne. Donc voilà. Et du coup, à ce moment-là, cette zone-là, on appellera une zone tout simplement de convergence, ok? Et du coup, dans cette zone de convergence, là, pour que votre montagne soit formée, il faut que vous ayez deux lithosphères continentales qui se rapprochent et qui entrent en collision. Voilà. Donc là, c'est tout donc, pour les chaînes de montagne. Donc retenez bien qu'en fait, une chaîne de montagne, c'est une collision entre deux lithosphères continentales. Et du coup, une fois que la collision entre ces deux lithosphères continentales est effectuée, votre chaîne de montagne est tout simplement formée. Voilà, voilà. Sur ce, donc la vidéo est donc terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne instatoire en mathématiques et en sciences.